Monsieur Marc-Paul, bonjour. Vous êtes président de l'association ASLC et d'autres. Vous êtes un créateur et un dirigeant d'associations reconnues dans le milieu. Non seulement vos activités se développent, mais aussi des structures associatives que vous dirigez se multiplient et jouent un rôle important dans l'aide à l'intégration de migrants, notamment d'origine chinoise, dans la société française. C'est pourquoi Cap33 Web TV souhaite vous interviewer dans le cadre d'une série d'émissions sur les Français et les associations, afin que vous puissiez apporter un témoignage et un éclairage à travers justement votre longue et riche expérience dans ce domaine. Donc d'après vous, en quoi la liberté d'association consacrée par la fameuse loi 1901 est-elle une liberté fondamentale à la fois pour un individu et pour une société? La loi de 1901 est une loi très très importante parce qu'elle permet, elle a trouvé sa naissance dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais elle permet à la société, à une société industrielle, qui est devenue industrielle, de pouvoir fonctionner et de pouvoir être le reflet des problèmes de la société, et en particulier les problèmes économiques et politiques et sociaux, de manière à pouvoir essayer de trouver des terrains d'entente pour résoudre ces problèmes. Et dans ce sens-là, elle va permettre tout au long de son évolution, jusqu'à maintenant, où cette liberté d'association permet effectivement, au fur et à mesure où les techniques, les problèmes politiques et les grands problèmes de la planète se mettent en route, de pouvoir avoir une expression des gens qui soit immédiate et qui soit vraie. Alors, quel rôle une association peut jouer en France? En France, une association ne peut pas seulement, mais joue un rôle, et joue un rôle politique, social, économique. Politique dans le sens où c'est un contre-pouvoir c'est une expression qui va servir de contre-pouvoir à des décisions qui peuvent être donc revues à ces occasions-là. Économique dans le sens où effectivement les associations, elles permettent de réguler des courants économiques particuliers, mais qui n'ont pas trait éventuellement au secteur marchand. Sociales, dans le sens où elles vont amplifier ou bien aider à la solution de problèmes de la vie courante, de la société actuelle. Là, oui, c'est un rôle important. Donc, quelle relation une association peut avoir avec les pouvoirs publics? L'association peut avoir un rôle avec les pouvoirs publics, c'est sûr, dans le sens où les associations sont souvent le délégataire de services publics, hein, parce qu'elles sont plus à même à comprendre le terrain, parce qu'elles ont beaucoup plus de facilité à remplacer des fonctionnaires, hein, qui, eux, ont peut-être des tâches à assumer différentes. Et aussi un coût, les associations utilisent beaucoup de bénévoles. Donc là aussi, elles ont un rôle que la fonction publique, un rôle beaucoup plus aisé que la fonction publique. Là, ça, c'est extrêmement important. Et par contre, effectivement, il faut que l'association garde sa liberté. Si elle garde sa liberté, elle va pouvoir aussi animer ce qu'elle fait à travers, bien sûr, un cadre juridique, à travers, effectivement, l'observation des lois, à travers l'expression de la volonté populaire. Mais elle va garder aussi une certaine liberté pour la continuité, la pérennisation de son action. Quelle différence y a-t-il entre une association et une société commerciale en termes de gestion? Il n'en existe pas beaucoup.
Et il n'en existe pas beaucoup, parce que bon, les associations ont évolué également, parce qu'il y a des associations qui, effectivement, le cadre de l'activité est devenu franchement marchand. Bon, ça c'est vrai. Mais pour celles qui ont gardé un caractère social, là où il existe une différence qui est celle de l'assiette de l'impôt. Voilà, une association n'a pas la même assiette de l'impôt qu'une société marchande. Elle ne fait pas la même chose non plus. Hein. Par contre, elle va être, elle, assujettie à des taxes sur les salaires. Alors bon, l'un dans l'autre, hein, bon. Mais de toute façon, toutes les charges qui pèsent sur une société pèsent sur une association. Donc les subventions publiques sont en train de se transformer, paraît-il, en commandes publiques. Alors, quelles conséquences ce changement peut-il entraîner pour des associations qui sont plus ou moins soutenues par des subventions publiques? Les subventions sont changées en commandes publiques, oui. Alors, donc, c'est aux associations, elles, de se défendre elles-mêmes hein, contre ça, parce que c'est l'expression d'une volonté politique. Hein. Si on change la subvention qui, elle, est décidée par le politique pour une action précise, vers une commande publique où là, la concurrence avec le secteur marchand d'ailleurs se fait, c'est aux associations à s'organiser pour y faire face. Notamment en se disant que effectivement, l'argent de l'État, la subvention de l'État, ça n'est pas tout. Qu'est-ce qu'un esprit associatif? Bonne question. L'esprit associatif, c'est en fait, pour moi, l'esprit associatif, c'est la volonté c'est la réunion de gens qui ont décidé ensemble de prendre conscience d'un problème et d'essayer de le résoudre et d'essayer au bénéfice, effectivement, d'autres qui sont confrontés à ce problème. Genre, par exemple, le problème du mal logement, c'est un problème. Le problème de toute notre société, effectivement. Le problème de la pollution, c'est un problème. Le problème, tout ça, effectivement, mérite que des gens s'associent pour trouver des idées et des pratiques qui soient adaptées. L'association ASLC, que vous avez créée il y a plus de 15 ans, s'est maintenant beaucoup développée et s'est transformée en un groupe d'associations dont le dernier membre s'appelle ACT. Donc, quels sont les liens entre l'association ASLC et ces autres associations telles que Azimut, Asiance, AFAP, ACT, etc. Donc, quels sont leurs rôles, leurs activités et leurs spécificités? Oui, alors notre cas est peut-être un peu particulier, mais il ne doit pas être le seul. Hein. C'est effectivement que l'association ASLC qu'on a fondée en 1996, avec une autre association qui était Asiance, d'ailleurs qui est porteuse de CAP 33, a été fondée, et ça a été fondé effectivement pour avoir une meilleure intégration des populations d'origine chinoise. Ça, c'est le démarrage de l'association. Alors effectivement, on s'est attaqué on a vu beaucoup de problèmes et on a essayé d'y faire face. On a eu des problèmes de petite enfance dans les populations immigrantes chinoises. On a vu des problèmes de scolarisation, de difficultés des élèves d'origine chinoise dans les collèges. On a vu les problèmes de communication vers la communauté chinoise. On a vu un espèce un fil, et ce à travers un fil qui était l'intégration. Nous avons compris que l'intégration n'était possible que s'il y avait deux facteurs qui étaient résolus. Le premier facteur, c'était la langue, apprendre le français, se comprendre avec les autres. Et c'est le deuxième facteur, c'était effectivement le travail. Hein? Alors pour le travail,
pour des migrants qui ne sont pas tous des migrants, disons, autorisés à rentrer en France, le travail était exclu. Nous ne pouvions pas nous occuper du travail. Par contre, nous pouvions nous occuper d'apprendre le français. Ce que nous avons fait, nous avons développé une école, un ensemble de cours de français et qui est devenu un des segments porteurs de l'association. Nous avons ensuite créé, donc, avec dans cet esprit, une unité, un soutien scolaire. Un soutien scolaire qui intéressait les collégiens et qui tourne encore, puisqu'on a, bon an, mal an, entre 200 et 300 élèves au soutien scolaire. Ça a été quelque chose qui a été extrêmement important. Ensuite, on a développé un accueil pour les migrants. Un accueil pour les migrants, c'est une domiciliation dans le sens de la demande d'asile, qui est pratiquement la seule voie pour, disons, des migrants non autorisés pour venir en France, puisqu'il s'agit d'une migration, il faut le reconnaître, économique. Donc on a développé ce secteur et nous avons reçu entre 1999 et maintenant 37 000 personnes. 37 000 personnes auxquelles nous avons ouvert des portes comme l'accès aux soins, l'accès à la langue, des choses qui étaient extrêmement importantes pour eux. Ensuite, nous sommes attachés à nous occuper de la petite enfance parce qu'il y avait un problème de garde sauvage des enfants et nous avons monté une première crèche franco-chinoise, 50-50, 50% d'enfants d'origine chinoise, 50% de non-chinois, qui a connu un très vif succès. Et nous en avons créé une seconde pour un total d'enfants accueillis des deux structures de plus de 100 enfants, ce qui est quand même assez important. Et cet ensemble devenait lourd à gérer. Donc il fallait que l'on mutualise certaines fonctions. Et nous avons créé une fédération. La fédération, Azimut, elle permet de mutualiser tous les aspects de gestion administrative, dans le genre les ressources humaines et la comptabilité. La comptabilité, l'informatique, là, c'est ça qui a permis de donner un développement cohérent à l'ensemble. Chaque association conservant ses spécificités propres et une politique commune qui est celle de l'intégration. Nous avons créé une association récemment qui s'appelle ACT et qui a repris notre volet examen et certificat dans le sens où l'association ASLC avait conclu avec le CIEP, le Centre international d'études pédagogiques, une convention permettant à ASLC de devenir un centre d'examen pour les examens pour étrangers. C'est-à-dire aujourd'hui des acronymes que sont le DILF, le TCF, entre autres. Et on a développé aussi un partenariat pour d'autres diplômes qui sont développés avec l'INSTEP et qui permettent à des étrangers de venir passer les examens dans nos centres de Stalingrad et de République. Je terminerai pour dire que l'équilibre, ce que je vois, c'est que ce que j'ai compris depuis le début, c'est qu'on ne doit pas tout attendre des subventions. On doit aussi pouvoir créer constamment des éléments qui permettent d'assurer à un groupe un
un fonctionnement économique. Mais en faisant bien attention que cette économie ne soit pas marchande. Et il faut toujours garder à l'esprit qu'on doit avoir un équilibre entre subventions et ressources économiques indépendantes. Et d'entreprendre et de rechercher constamment des activités qui, bien sûr, ne sont pas dans le secteur du marchand, mais qui puissent assurer la pérennité, la vie de la poursuite de l'action de l'association, indépendamment des pouvoirs politiques successifs. Merci, M. Marc-Paul, d'avoir accepté notre interview. Merci à vous.